Très aimé de vous retrouver sur nos antennes de show, télévision et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. L'actualité se pointe à l'horizon. Nous sommes censés surtout de faire le tour aussi de l'actualité marquant la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays. On va parler purement congolais. Ce qu'il faut savoir sur le mémorial du génocide de la République démocratique du Congo, le MENI se pointe à pic en fait dans nos étendus ainsi que la loi référendaire. Quelle histoire, quelle mémoire, pour quelle finalité? C'est une question posée. La réponse tout de suite avec notre invité, l'habitude de cette émission, analyste politique, prophète Stéphane Kalinda. C'est avec lui que nous allons échanger tout autour de ce MENI de la soirée. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mélanie. Vous allez bien? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Aussi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait longtemps que... Très longtemps. Nous n'avons pas pris part des émissions. Voilà. 30 minutes pour convaincre. Vraiment. Mais aujourd'hui, on a réitéré encore... Vraiment. Vous étiez en dehors de la RDC. Non, j'étais en dehors de la RDC et puis je suis rentré. Depuis que je suis rentré, j'étais très occupé avec le ministère et aussi le travail. Admirer le voisin, c'est pas si mauvais. Oui, ce n'est pas si mauvais parce que ça nous donne vraiment une leçon. Et quand on admire le voisin, mais il faut se suivre l'exemple du voisin. Là, je suis là où vous étiez, en fait, je me réfère. Oui, voilà, je comparais, je suis resté un peu un mois donc, à Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'étais à Yamoussoukro et aussi encore, bon, voilà, donc c'est là où j'étais. Je suis allé, j'étais pour passer un congé, j'étais invité à une conférence comme un homme de Dieu, et puis on a travaillé sérieusement, mais on a trouvé que les amis sont vraiment aussi très avancés dans leur façon de construire des infrastructures, vous savez, donc il y a des routes, surtout des routes, vraiment c'est vraiment de très bonne qualité. Je suis en train de voir que c'est un pays vraiment qui est en voie de développement. Et pourtant, ils sont qu'en Afrique. Mais c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, le problème c'est la volonté. C'est la volonté parce que et quand je me renseigne sur base de ce qu'ils ont fait, alors ils ont tout ce qui passe, ils ne reviennent que sur le plan qui a été fait par leur premier président. Vous voyez. Alors ils reviennent, ils travaillent ils rentrent dans ce même plan-là. Voyez. Contrairement à nous. Oui, contrairement à nous, parce que quand chacun vient, il vient avec ses histoires. Ici chez nous, quand quelqu'un vient, il vient avec ses histoires. Voilà, c'est pour cela que nous ne restons pas du tout, mais il faut que nous puissions avoir un plan commun qui doit permettre à ce que nous puissions nous développer. Et ce plan, quand on le fait, donc on travaille de manière que l'on puisse... Donc on a des objectifs. Comme du temps de Mobutu, il a parlé des objectifs 80. Donc objectif 80, c'était tout un programme du gouvernement. Il y a des programmes de 100 jours. Les 100 jours. Ici, chez nous. Les 5 chantiers aussi étaient un programme avec Kabila. 5 chantiers, c'était aussi un programme avec Kabila, vous voyez. Alors, il est vraiment important que nous puissions avoir un programme commun et avec les objectifs à atteindre pour voir nous allons où avec notre pays. Ce n'est pas la situation sécuritaire qui essaie un peu de bouleverser nos programmes en fait par rapport aux Ivoiriens. Non, ça fait partie, ça fait pas partie de l'insécurité. Là, d'abord, c'est un programme d'abord du gouvernement. Parce que on doit bâtir sur des origines. On doit bâtir sur les origines. Et lorsque
vous avez un programme, je peux vous donner l'exemple des États-Unis d'Amérique, par exemple la France et autres. Vous allez voir que quand un président américain vient, il vient avec un langage que l'autre avait. Vous voyez? Et quand vous voyez un président français arrive, donc il a le même langage avec l'autre parce qu'il trouve un programme. Et ces programmes-là, c'est ces programmes-là qu'ils doivent suivre. Toutefois, en tant que président de la République, il a une vision qu'il lui est en train de viser. Et je vais atteindre tel niveau. Vous voyez? Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que si vous regardez aujourd'hui, je peux vous dire que le projet de la route des rocades, je crois, la route là, c'est un projet de longtemps que le président Tshisekedi vient réaliser, même les sauts des moutons, vous voyez. Alors, si les autres qui étaient venus, qu'ils avaient trouvé des anciens programmes comme ça, et qu'ils le réalisent de la manière que le président Tshisekedi est en train de le faire, je crois que notre pays aurait vraiment une avancée significative. Ce n'est pas aussi cette tendance politique qui essaie un peu de changer la patte, en fait, de toute façon. La tendance politique, oui, parce que la politique influence tout. Exactement. Et d'une manière négative et d'une manière positive. Vous voyez? Lorsque ça dépend maintenant de la façon où les gens voient les choses et le régime. Il y a des gens qui viennent, ceux qui viennent. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que même le chef de l'État est en train de fustiger. Ici chez nous, il parle, il dit, mais les gens avec qui il travaille, ainsi de suite. Vous savez? Alors, c'est les problèmes de politique. Beaucoup de politiques, ils viennent avec leurs intérêts, des intérêts égoïstes, mais ils ne viennent pas avec les intérêts communs. Voilà. Or, nous n'avons pas besoin d'intérêts égoïstes, on a besoin d'intérêts communs. Parce que les intérêts communs, ça concerne toute la population, ça concerne tous les Congolais. Mais quand vous allez trouver que quelqu'un, il vient, il travaille, il fait des choses pour ses intérêts à lui-même, donc vous allez comprendre que ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Et c'est pour ça que je dis que les politiques viennent avec des idées qui sont des fois, qui apparaissent être positives, mais en applicabilité, ils font autre chose. Voyez. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas. Nous voulons un pays où quand quelqu'un arrive, il travaille, donc il y a des gens en train d'apprécier. Parce que j'ai vu au moins quand même une fois que j'emprunte souvent des transports en commun et les gens, la population congolaise en train de parler du président Félix Antoine Tshisekedi par rapport au travail qui est en train de se faire donc dans la ville province de Kinshasa et aussi ailleurs. Vous voyez, on ne pouvait pas parler de la commune de Makala. Mais aujourd'hui, on en parle. Et on traverse la commune de Makala. Vous voyez, il y a beaucoup de communes là qu'on est en train de travaux en train de se faire. Sauf chez moi, encore, on n'a pas encore fait quelque chose. J'ai fait la plaidoyerie, c'est de qu'on puisse le faire. Chez moi, à Mongafou, là. Donc là, on n'a pas encore fait du côté de Kimweza, là. On n'a pas encore fait quelque chose et je demande à ce qu'on puisse faire quelque chose aussi pour que nous puissions nous réjouir. Voilà, le message est passé. Voilà. Le message est passé. La date était passée, mais l'histoire reste. Et surtout, ça reste dominante dans nos mémoires, ça reste dominante au plus profond de nous. On ne peut pas passer inaperçu pour oublier le martyr, s'il faut le dire ainsi, ceux qui ont versé leur sang pour l'intérêt général. Alors là, je fais allusion directement au génocide, en fait, de la République démocratique du Congo. Jour pour jour, c'est 3 ans passés. Chaque année, depuis que le président Félix Tshisekedi est à la gestion du pays, on fait que s'en souvenir de leur départ et surtout
le témoignage, les larmes ne cessent de couler lorsqu'on est en face de telles réalités. Quelle est votre lecture? Madame, je voudrais dire que quand vous parlez de génocide, moi, il y a les larmes qui coulent en moi, dans mon cœur. Et ça doit nous servir d'une grande leçon. Je suis vraiment très content que le président de la République puisse mémoriser vraiment cette date et que ça puisse rester vraiment une date de souvenir. Et un mauvais souvenir, bien sûr, qui n'est pas un bon souvenir, parce que le sang a coulé, les vies humaines ont été détruites, et nous avons vu des orphelins qui sont restés, il y a des veuves qui sont restés, il y a les veufs qui sont restés, donc il y a des déplacements, donc des gens qui ont quitté leur territoire pour se retrouver ailleurs, il y a des gens qui ont perdu donc leurs avoirs, après avoir travaillé, investir pendant beaucoup d'années, ils ont perdu parce que il y a un groupe de gens qui est venu avec des armes pour les terroriser et puis assassiner donc les gens. Des Congolais sont morts. Les Congolais ont perdu la vie, mais qu'à cela ne tienne, je suis de ceux qui disent toujours avec un adage sud-africain qui dit avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mieux vaut avancer et mourir. Donc on doit avancer, on ne doit pas reculer en arrière parce que c'est un combat, c'est une lutte. Mais comment avancer lorsque nous sommes dispersés? Ça aussi c'est un problème. Oui, et écoutez madame, être dispersé c'est pas un problème. Et ceux qui combattent pour vaincre ne sont pas aussi la masse. C'est un peuple déterminé. Même quand le peuple d'Israël était en Égypte comme esclave, Dieu n'a pas utilisé tous les Israélites. Non, Dieu a utilisé une seule personne, il a utilisé Moïse. Et Moïse, autour de lui, il avait donc Aaron, Hur, les autres, et Josué, Caleb. Vous voyez, il faisait donc son armée. Il faisait sa force. Même quand Moïse est parti, il est mort, il a été remplacé par Josué et Caleb. Ils ont fait le travail pour amener les peuples dans la terre promise. Donc c'est la question tout simplement des hommes de bonne conscience qui veulent s'élever et travailler de manière à ramener la paix. Parce que parler en fait, que je puisse juste intervenir parce que vous avez fait juste mention à une histoire biblique où nous sommes censés de le marier avec la réalité actuelle qui traverse la République démocratique du Congo. S'il faut parler d'un homme de bonne volonté, le président Félix est là. Mais les problèmes se posent beaucoup plus par rapport aux divergences qui se trouvent partant de son entourage. Non, qui sont ceux-là qui accompagnent la vision des bons cœurs? Écoutez, il y a une chose, voilà. C'est une chose vraie. Même l'ex-président Kabila, il a dit que il a manqué aussi. Il a manqué 15 personnes seulement. Dans son entourage. Autour de lui, il y avait des professeurs d'université, il y avait des grands politologues, il y avait des grands techniciens, des ingénieurs, des gens de toute qualité. Vous voyez, le président Félix Antoine Tshisekedi, il a autour de lui des gens. Il est là autour de lui des gens. Mais ces gens-là, il y a ceux qui l'aident, il y a ceux qui ne l'aident pas. Pour dire qu'il y a ceux qui l'aident parce que nous voyons quand même des travaux qui se font. On voit des travaux qui se font sur la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces. Vous voyez, madame? Donc, dire que président Tshisekedi, il n'a pas de gens, il y a des gens de bonne volonté à côté de lui. L'exception ne manque pas. Il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui travaillent à côté de lui. Mais il y a aussi ceux-là qui ne travaillent pas, ceux-là qui viennent pour s'enrichir d'une façon illicite. Vous comprenez? Mais il faut savoir que le président de la République,
c'est quelqu'un qui, moi je l'appelle souvent un bâtisseur. Ok. J'appelle seulement un bâtisseur. Oui, aujourd'hui nous avons des gens des services nationaux. Services nationaux. Le service national a été créé par le fait Musée Laurent Désiré Kabila. Vous voyez? Et du temps de Musée Laurent Désiré Kabila, et ces bâtisseurs étaient bien rémunérés et ils travaillaient durement. Mais j'ai vu que lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, le service national a été négligé. C'est comme ça qu'on a créé les Bokangalos qui n'ont pas abouti et autre chose. Je ne suis pas là pour critiquer ce qui sont passés avant. Mais aujourd'hui, nous voyons le service national, on a pris les jeunes qui étaient donc des fumeurs de chambre, des koulouna, et ainsi de suite. On les a transformés. La première, il faut savoir que c'est un grand travail que le président de la République a fait. Pendant qu'autrefois, on donnait du chanvre à ces jeunes, mais lui, il a pensé à leur rééducation. Vous voyez, leur réintégration dans la société. Et aujourd'hui, ils sont revenus. Vous les trouverez en train de travailler. Ils sont devenus des intellectuels. Ils sont des hommes de métier et ils travaillent pour donc le développement de notre pays. Nous avons vu les images quand le chef de l'État est allé à Kanema-Kassese, de la manière que le général Kassongo, vraiment, que je salue de loin, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre pays. Donc, nous comprenons qu'il y a des choses, qui se font, le travail est en train de se faire. Mais moi, je fustige toujours ceux-là qui sont à côté du chef pour détruire. Ils ne détruisent pas les chefs, mais ils détruisent la République démocratique du Congo. C'est question juste de la conscience collective. Mais c'est la conscience, oui, c'est la conscience. Si quelqu'un n'a pas de conscience, il ne peut pas faire quelque chose de bien. Il cherchera à s'enrichir, à faire des choses. Vous voyez, même aujourd'hui, là, on est en train de démolir des espaces tels que j'ai vu à Lupin. Il y a des gens qui ont parlé, mais selon l'information que nous avons reçue, même la maison de Moutomboudi qui a été démolie là, c'est une maison qui a été bâtie sur la route. Oui. On ne peut pas bloquer une route là pour seulement mettre une maison. Voilà, pour tourner au moins la page avec le tout premier fichier de notre émission 30 minutes pour convaincre, on parlait au moins du génocide congolais. Quelle mémoire ou quelle histoire faut-il léguer à nos enfants? Vraiment, ça reste, je disais que c'est une grande leçon, que ceux-là même, les générations qui vont venir, qu'ils puissent savoir maintenir la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, vraiment, c'est vraiment difficile pour que l'on puisse maintenir. Vous voyez, aujourd'hui là, madame, les images que nous voyons des génocides, donc congolais, il y a beaucoup de... Ça laisse des remords en nous. Et ça nous dérange sérieusement parce que la population est vraiment... Mais nous voulons avoir la paix dans notre pays et nous voulons collaborer avec ceux-là qui veulent que nous puissions aussi aller de l'avant. Même des pays qui veulent s'associer à nous pour que nous puissions aller de l'avant. Et les populations, d'autres populations, pas seulement les populations congolaises. Mais touchons, en fait, je dois toucher les partenaires, la communauté internationale. Lorsqu'il est question de la République démocratique du Congo, c'est le silence radio. Apparemment, la situation de la RDC ne leur concerne pas, soit je ne leur considère pas, ne leur concerne pas du tout. Il ne faut pas seulement dire ça. Au niveau international, il y a ceux qui s'intéressent à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais leur façon de s'intéresser n'inspire pas confiance. Vous voyez, ils s'intéressent, mais leur façon de s'intéresser n'inspire pas confiance. Dans quel sens? Parce que, madame, nous avons tout ce que vous avez vu là comme génocide là. Nous avons la MONUSCO.
n'accuse pas la MONUSCO. Mais nous avons vu la MONUSCO qu'on est en train d'assassiner les gens, mais la MONUSCO est là. La MONUSCO, je ne sais pas si je n'ai pas approfondi leur mission, mais quand quelqu'un a l'arme, il voit qu'on est en train de faire du mal à l'autre, il doit passer quand même à sa défense. Vous voyez? Parce que l'ONU, son rôle, c'est de pouvoir donc placer la paix, donc mettre la paix. Mais seulement je donne à la Bible la raison. Jésus a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. J'ai compris que le monde ne donne pas la paix. Mais celui qui peut donner la paix, c'est seulement Jésus-Christ. Mais ici, chez nous, moi j'ai pensé que comme nous avons l'Union africaine, nous avons l'ONU, donc ça pouvait, il y a beaucoup d'organisations là que vous connaissez, internationales, donc qui parlent de la paix et pour le développement. Mais chose grave est que on est en train de ravitailler les uns et les autres pour que nous puissions nous entretuer. Et vous voyez, et ce que je peux dire à la génération qui doit venir, que on ne peut pas vous manipuler de façon que vous puissiez donc assassiner vos frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message est passé. On revient sur le second sujet pour en finir avec notre émission 30 minutes pour convaincre. Nous avons le débat en fait, le débat autour de la révision de la Constitution, le débat autour de la loi référendaire. Nous avons le dialogue qui se pointe aussi à l'horizon. Quelle voie faut-il suivre? Bon, la voie qu'il faut suivre, premièrement, c'est la voie du dialogue. Du dialogue. Oui. Pourquoi les dialogues? Bon, voilà, les dialogues, je crois que moi, j'ai toujours soutenu les dialogues, mais de ma façon. Ok. J'ai toujours soutenu le dialogue, mais de ma façon. Le dialogue, c'est nous prenons, nous mettons ensemble des Congolais. C'est comme même le chef de l'État, quand il a parlé avec les chefs des confessions religieuses, il a parlé pour un dialogue inclusif. C'est-à-dire que quand on parle de dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'on doit inclure tous les Congolais. Tous les Congolais, que ce soit de la diaspora, que ce soit des Congolais qui sont sur place. Ils doivent se retrouver dans le dialogue. Il faut qu'il y ait des animateurs, qu'il y ait des institutions telles que la présidence de la République, qu'il y ait des institutions telles que le gouvernement, que ce soit aussi de l'opposition. Il faut qu'ils soient là pour que nous puissions dialoguer. Parce que, madame, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui nous arrivent parce que nous n'avons pas parlé. Il faut que nous puissions parler. Mais le dialogue, là, doit être conditionné. Ce n'est pas comme le dialogue qui vient justement pour que nous puissions partager le gâteau. Parce que c'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils viennent dans le dialogue, c'est que on va dans le dialogue pour qu'on se partage les gâteaux. Je peux prendre au moins quelques points clés, parce qu'on est devant les divergences et les convergences du côté de ceux du pouvoir, y compris aussi ceux de l'opposition, où le pouvoir s'oppose, où ça conditionne au moins l'absence de belligérants, en fait, des groupes armés, et rejette aussi la participation plutôt sous le coup de la justice, en fait. Maintenant, de l'autre côté, c'est l'opposition qui réclame aussi un cadre transparent, y compris le rejet strict de la Constitution, que la Constitution ne soit pas au moins révisée, mais il demande au moins la participation de quelques belligérants. Oui, s'intégrer au moins dans cette préparation comme dans ces dialogues. De votre côté, partagez pour moi leur vision comme ambition. Bon, les belligérants, ce que dire que refuser, rejeter les belligérants, ça ne sera pas du tout le dialogue.
Mais ce que moi je peux proposer, c'est que lorsque on parle de belligérants, il faut voir quel belligérant, qu'il soit congolais. Si ce sont des Congolais, bien sûr, ils peuvent venir, on doit parler ensemble. Parce qu'on ne doit pas laisser le sang continuer à couler, madame. Le sang continue à couler pour nos intérêts donc égoïstes. Même ceux qui sont à l'est de la République, je parle de nos amis de M23, de FC, tout ça. Est-ce que c'est pour l'intérêt de la population? Parce que la population, premièrement, la population est sacrifiée. Avant qu'ils puissent prendre Goma et Bukavu, il y a 10 000 personnes qui sont tombées. Vous voyez? Et après quoi, est-ce qu'ils vont parler vraiment de la population? La population que nous avons, c'est une population sacrée. Et la vie est sacrée. Vous voyez? Aujourd'hui, là, je vais vous dire un exemple. Nous avons des gens qui sont à Goma. Nous avons des amis, des frères qui sont à Goma. Juste pour le salon que samedi. On fouette les gens sérieusement. Lorsqu'ils annoncent leur meeting et que vous n'allez pas dans les meetings, donc leur meeting c'est obligatoire. Vous voyez? C'est-à-dire que vous voulez la chose et son contraire. C'est-à-dire que vous parlez de la population et vous êtes en train de maltraiter la population. Que faire alors? Il serait dit que le dialogue en question ne va pas se dérouler en nord d'ici. Oui. Où ils ont trouvé juste un endroit, entre autres, le Congo-Brazza comme étant un pays médiateur en fait. De votre côté, vous croyez que c'est de là où faut-il parler du dialogue intercongolais? Madame, je vais vous dire que premièrement... Où se trouve le danger si on dialoguait sur le sol congolais? Je suis vraiment trop franc. Je suis trop franc avec la relation qui est entre Congo-Brazzaville et Congo-RDC. Et je mets entre guillemets. Ok. Donc, le président Sassou, permettez-moi, c'est un patriarche. Permettez-moi de dire ce que je dis. Je trouvais que dans son comportement envers la République démocratique du Congo, donc, il ne travaille pas pour le compte, notre compte, ou pour le compte de l'Afrique. Il y a un jeu de cache-cache? Voilà, il y a la main noire. Ok. Si je peux dire ainsi. Il y a la main noire. Aller dialoguer au Congo-Brazzaville, oui, c'est un terrain neutre que l'on peut choisir par les politiques congolais. Qu'on peut choisir par les politiques congolais parce que il y a ceux-là qui pouvaient venir au dialogue, mais qui sont sur le plan juridique, sont condamnés. Vous voyez? La loi congolaise les condamne. Il y a ceux-là qui sont même sous le mandat d'arrêt. Donc, et s'ils piétinent ici, donc la loi ne verra pas qu'il y a le dialogue. Ils seront arrêtés. Vous voyez, c'est pour cela qu'on choisit aller faire donc ailleurs. Mais ailleurs là, selon moi. Moi, je peux proposer même donc l'Angola. Je sais qu'il y a M. Papé Samba ainsi qu'Etienne Hulot qui me regarde avec un œil juridique. Là, je pose cette question directement. Parce que lorsque quelqu'un est déjà condamné, pourquoi faut-il encore l'associer à un dossier qui ne va pas lui permettre de pouvoir en fait retrouver les résolutions fiables pour la RDC? C'est un problème de la question de la paix. Ah oui. Madame, c'est une question parce qu'on est à la recherche. Je porte directement à Kabila ainsi que Nanga. Je comprends. J'ose croire qu'il ne peut pas au moins. Je suis déjà là où vous êtes. Voilà. Et je ne pense pas que, je ne pense pas que Joseph Kabila, même si on va faire le dialogue au Congo-Brazzaville, même si on va le faire au Rwanda,
je pense pas que Joseph Kabila sera là. Et j'ai même ma main à couper. Vous êtes là. Nous parlons avec vous ici. À moins que la nature change. Mais je sais que Joseph Kabila ne prendra pas part. Je ne pense pas que Nanga viendra dans le dialogue. Ils vont déliquer. Parce que c'est une manipulation. Vous voyez. Je vais vous dire que, madame, le dialogue qu'on va faire, il faut que ça soit, qu'on puisse bien définir les choses. Parce que si moi je vois le dialogue, je compare avec, dans les livres de l'Épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, là, Jésus parle de la réconciliation. Il est pour réconcilier les hommes, le monde avec le Père. Donc, si on va parler de la bonne réconciliation, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent avoir le cœur ouvert. La guerre que nous avons, madame, je l'ai toujours dit, ce n'est pas la guerre des Congolais. Ce n'est pas la guerre entre les Congolais. J'ai suivi un homme politique congolais qui nous disait qu'on nous a trompés pendant le temps où le pays était divisé, donc séparé avec les RCD, RCDN, RCD-KML, et MLC, tout ça. Tous ces mouvements-là, c'était des gens qu'on utilisait par les impérialistes. On le prend, on dit, est-ce que tu peux nous montrer ta force? Il dit, oui, j'ai la force. Il va aller, on lui donne les armes, il commence la guerre. Tous ces gens-là qui sont entrés par Sud-Bangui, donc qui sont allés par Goma, et partout là-bas, Angola, ainsi de suite, ce sont des gens qu'on a manipulés. Apparemment, cette manipulation persiste toujours, parce qu'on avait la commission mixte de Luanda, ça n'a pas abouti, on a eu à faire des concertations, ainsi de suite. Aujourd'hui, on revient encore avec le menu de dialogue. C'est pour ça que je dis que le dialogue là, il faut bien étudier ça. Je ne suis pas contre le dialogue. Je veux qu'il y ait le dialogue. Mais avec qui on va faire le dialogue? Qui va participer au dialogue? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont tué? Ce sont les mêmes personnes qui ont fait du mal? Avec lesquels on va connaître aussi. Et comment changer alors le carton? Parce que là, nous sommes vraiment l'état presse. Et ensuite, madame, quand on va faire le dialogue là, leurs éléments qui se battaient sur le terrain, ils seront où? Vont-ils se retirer? Ils vont dire qu'ils vont s'intégrer dans l'armée loyaliste, ou soit nous allons les déverser dans le service national, ou soit ils vont aller où? Vous voyez? C'est la pratique qui a été faite dans les 18 ans de Joseph Kabila. Où on dit que non, il y a la guerre à l'Est, après quoi? Il n'y a plus la guerre, il y a la négociation, après on prend ces gens-là, on les déverse dans l'armée loyaliste. Et des gens sans expérience, des gens sans niveau, mais qui viennent maintenant, qui commencent à diriger. Moi, j'ai vu, permettez-moi les termes, dans le temps, en 2006, 2004, lorsque les gens sont arrivés ici, j'ai vu un colonel full qui ne sait ni lire, ni écrire. Madame, quand vous prenez quelqu'un, donc un haut cadre comme ça, mais qui sait ni lire ni écrire, qu'est-ce qu'il peut produire à la nation? Vous voyez? C'est déjà un danger pour la nation. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des choses, on doit se dire des choses en face. Nous, au moins, Dieu nous a aidés à parler clairement les choses au lieu de mâcher les mots.
Voilà, au lieu de mâcher le mot, parce que nous devons dialoguer. Il y a la révision de la Constitution aussi qui se pointe, où l'opposition dit non. Le pouvoir accepte ça. De votre côté, pour en finir, en fait. Mais la révision de la Constitution est constitutionnelle. La Constitution peut être révisée, ce n'est pas un problème. Même la Constitution peut être changée, ce n'est pas un problème. Ça va changer quoi? Si on change aujourd'hui la Constitution, où est le problème? Et cette Constitution, quand est-ce qu'on l'avait fait? Et il a été taillé sur mesure, madame. Nous avons... Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette Constitution, donc qui ne sont pas vraiment de tout bonnes. Mais moi, ma priorité, pour le moment, j'aurais souhaité à ce qu'on aille d'abord au dialogue. Et que l'on puisse d'abord dialoguer. Après, on va parler de le changement de la Constitution. Ouais, dialoguer. Après, on va y revenir avec le changement de la Constitution. Parce que nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Et si nous avons besoin de la paix, il y a même certaines dispositions de la Constitution que des fois, ceux qui étaient avant, même ceux qui sont présents, qui ne sont pas respectés. L'attitude qu'il nous faut, parce que là, vraiment, ça n'est fini, on m'a fait déjà mention que c'est déjà la fin. Quelle attitude faut-il adopter? En fait, y compris nous, les Congolais, y compris le politicien, je parle de la classe politique, y compris ceux aussi de la confession religieuse. Quelle attitude devons-nous adopter pour qu'on puisse dialoguer d'une manière crédible, en fait? Donc, et pour aboutir plutôt à une fin aussi concrète, pour que demain, qu'on ne puisse plus revenir encore sur l'insécurité, qu'on ne puisse plus revenir sur les dossiers traités. L'attitude, d'abord, il faut savoir que il faut d'abord choisir les catégories des gens qui vont aller au dialogue. Ce n'est pas tous les Congolais. Ça encore, ça devient un critère. Ce n'est pas tous les Congolais qui vont aller au dialogue, madame. Ce n'est pas tous les Congolais. Il faut savoir quelles sont les catégories qui vont aller au dialogue. Nous avons la présence de la République. C'est toute une institution. Nous avons le gouvernement. Nous avons l'Assemblée nationale. Le Parlement, bien sûr. Nous avons également des forces vives. Ces forces-là doivent aller donc dans le... Il y a l'opposition qui est là, que l'on ne peut pas négliger. La société civile. Il y a la société civile qui est là. Il faut choisir des gens. Mais il faut ces gens-là qu'on doit choisir, ils sont les gens qui ont vraiment donc l'aimabilité de pouvoir apporter des résultats escomptés pour que la paix soit donc installée dans notre pays. Et non pas les gens qui vont aller pour se battre qui vont se battre pour des postes. Parce que je vais vous dire que vous apprendrez que après avoir allé là-bas, on va se battre. Bon, tu sais que toi tu vas démissionner. Et toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela, pour que nous puissions remplacer. C'est la politique de haute toi de là que je m'y mette. Vous comprenez? Mais nous avons besoin que des gens sincères, des gens qui peuvent faire un bon travail. Mais quels sont ces gens-là? Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Vraiment. Il y a des gens qui sont là avec l'intention d'avoir donc des postes, de s'enrichir aussi, comme les autres se sont enrichis. Merci beaucoup. Les chapitres, en fait, je dirais, le livre de dialogue comme de la révision constitutionnelle vient de s'ouvrir aujourd'hui avec le prophète Stéphane. On va prendre vraiment tout notre temps de pouvoir échanger chapitre par chapitre, section par section, pour aboutir au moins à une finalité réelle et concrète. Je crois bien que les orientations, la pensée, les visions vont juste aider aux autorités de tirer une bonne conclusion. De mon côté, je vous dis merci. Moi aussi, je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs de prendre leur temps de nous suivre. Et nous sommes là pour travailler pour notre pays. Je suis un homme de Dieu. Je suis un scientifique. Et je dois faire des analyses sur notre pays. Moi, je dirige une
une organisation, je suis le vice-président international, Ligue des leaders ecclésiastiques pour la paix dans le monde. Et nous, on parle de leaders qui sont ecclésiastiques, mais qui parlent de la paix, la paix dans le monde. Voilà, on va y revenir au mois prochainement avec beaucoup plus de détails pour comprendre aussi, parce que la RDC souffre aussi de ce leadership en fait. C'est vraiment notre souci. C'est notre souci. Parce que nous avons besoin qu'il y ait la paix. Voilà, on va y revenir dans les jours qui viennent sur le leadership transformationnel pour transformer la République démocratique du Congo. Ça n'est fini pour ce soir. Suivez la rediffusion le dimanche à 16h. Portez-vous bien. Au revoir.